quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Qui n'a jamais rêvé en bon romantique de vivre un véritable conte de fées au moins une fois dans sa vie? Rencontrer l'âme sœur, s'aimer pour la vie. Les films américains à l'eau de rose continuent de nous séduire, de nous plaire, alors que nous savons bien à quel point le sentiment amoureux est peut-être le plus mystérieux au monde. Peut-être car il se compose de tant de paramètres historiques, génétiques, sociétaux, etc., etc. Et au fond, si le succès d'une histoire d'amour qui dure était lié à notre rapport à l'attachement, dis-moi, quel attachement tu vis, je te dirai, comment tu aimeras. C'est peut-être la question qu'on devrait chacun se poser, au moins une fois dans sa vie. S'attacher à quelqu'un semble si noble à première vue, mais se sentir emprisonné ou fuir l'emprisonnement potentiel dans une relation un peu trop attachante en est une autre. Alors voilà, comment s'attacher finalement sans craindre d'être abandonné? C'est un peu la question, même tout à fait la question, que je vais poser à mes deux invités dans cette émission En quête de sens. Et j'ai la grande joie de vous accueillir, vous, Boris Cyrulnik. Bonjour Boris Cyrulnik. Bonjour, merci de m'inviter. Je suis ravie de vous recevoir dans cette émission. C'est une première, vous qui êtes neuropsychiatre et qui avez publié de très nombreux ouvrages, au moins une cinquantaine, hein, je pense, 40, si ce n'est plus. 40 précisément. Rapprochez-vous bien de votre micro, cher Boris Cyrulnik. Et ce petit dernier qui continue de nous séduire les uns les autres. Quand on tombe amoureux, on se relève attaché. Boum. Gilles Jacob, c'est moi qui rajoute boum. Nous sommes également en compagnie de Laura Pinson, que nous connaissons bien ici dans cette émission. Bonjour Laura. Bonjour. Ravie de vous revoir. Vous êtes toujours thérapeute et love coach. Vous accompagnez des couples à mieux se connaître pour mieux se connecter dans leur intimité. Alors, c'est vrai que le mot attachement, on l'apprend dans votre livre, Boris Cyrulnik. L'attachement en soi, donc l'attachement à la mère, on pense tout de suite à ça dans le verbe attachement, le premier attachement, est apparu très tard dans la littérature. Hein? Oui, l'étonnement, c'est qu'il est apparu en 1951, c'est-à-dire hier, par John Bowlby, à qui l'OMS avait demandé de faire un rapport sur l'orphelinage, la violence des orphelins, parce que c'était après la Deuxième Guerre mondiale, et les orphelins qui n'étaient pas violents mouraient. Parce qu'il n'y avait pas de famille, pas de structure. Ouais. Donc s'ils ne voulaient pas mourir, ils devaient voler, être délinquants. Et c'est un phénomène européen énorme. Et l'OMS avait demandé à John Bowlby d'essayer de comprendre pourquoi ces enfants volaient, se battaient, et ce qu'on pouvait faire. Et en fait, le premier attachement est peut-être, alors s'il fallait répondre à la question en ce début d'émission, le plus important de toute la vie, en gros. C'est le point de départ. La base de départ, c'est les 1000 premiers jours. C'est-à-dire que pendant les premiers mois d'abord dans notre premier attachement, notre premier habitat, si vous permettez, c'est l'utérus. Ouais. C'est le ventre des femmes. Notre première écologie, c'est le ventre des femmes. Or, on sait maintenant déjà que dans l'utérus, les émotions maternelles se transmettent. C'est-à-dire que c'est les substances provoquées par l'émotion, schématiquement cortisol, catécholamine, il y en a d'autres, mais c'est les deux plus fiables, les deux plus faciles à doser. Et on se rend compte que les émotions de la mère transmettent biologiquement quelque chose à l'enfant. Mais elles se transmettent, vous dites transmettent quelque chose. Voilà. C'est pas la même chose. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas quand une mère est traumatisée, ce qu'elle transmet, c'est pas le trauma, c'est sa réaction émotionnelle au trauma. Mais ça change tout de dire ça, Boris Cyrulnik. Ça change tout. On a tendance à croire le contraire, mais non, c'est ça la vérité en fait. Eh bien, oui, puisque je l'ai écrit, c'est dans mon vrai. Et Laura Pinson, vous en recevez plein, des mauvais, des personnes, des femmes, des hommes qui ont un mauvais attachement, un mauvais rapport à l'attachement, au fond. En fait, est-ce que c'est pas la clé de tout ? Si on a un bon rapport à l'attachement, est-ce que c'est pas là où on a l'histoire qui dure ? Alors, je dis pas l'histoire parfaite, mais voilà, l'histoire d'amour ou les histoires d'amour qui tiennent la route, et puis là, on espère la dernière qui dure jusqu'au bout. Et le mauvais attachement, c'est plus compliqué. Celui qui a vécu ou celle qui a vécu un mauvais attachement ou deux mauvais attachements, on va en parler. Clairement, ça fait une différence énorme, ça c'est énorme. Sûr. Et les couples qui consultent, souvent, il y a au moins un des deux partenaires qui a un attachement insécure. Alors, les couples où les deux ont des attachements sécures, qui représentent quand même... Alors moi, je m'étonne toujours quand on me dit que ça représente la majorité de la population, parce que moi, je vois plutôt ceux qui ont un attachement insécure. Ces couples-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit entre eux, mais ça veut dire qu'ils sont mieux équipés pour accompagner paisiblement
la résolution de ces conflits dans le couple. Donc c'est la différence que je poserais. Voilà. Ouais. En fait, vous dites même que donc vous travaillez vraiment la question de l'attachement, Boris Cyrulnik, et pour rebondir sur ce que dit Laura Pinson, en fait, en gros, si j'ai bien compris, plus on est attaché, en tout cas dans les 1000 premiers jours, à sa mère, au foyer, c'est ce que vous dites, au couple, en tout cas à la mère, c'est ça, plus après on s'autonomisera de façon sécure. Si j'ai bien compris, c'est ça l'idée. Elle a bien compris. C'est formidable. C'est-à-dire que c'est la base affective. Notre mère ou la personne qui fait figure maternelle, ça peut être une autre femme, ça peut être une grand-mère, ça peut être un homme, parce que les jeunes hommes s'attachent de plus en plus aux bébés. Donc c'est un nouveau phénomène qui est en train d'apparaître. Et dans cette base de départ, une fois qu'elle est bien conquise, l'enfant est sécurisé. D'accord. Et dès qu'il est sécurisé, il apprend à s'exprimer et il apprend à aimer. C'est-à-dire que la relation affective participe à ce que vous venez de dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, mais ça veut dire qu'on pourra les régler, tenter de les régler. On sait les affronter, on sait s'exprimer, on sait parler, on est attaché, on fait attention à ne pas blesser l'autre et on essaye de régler le problème. On a plus peur aujourd'hui d'être abandonné qu'avant, d'où peut-être le titre de l'idée de ce livre, Boris Cyrulnik. J'aurais pu commencer par là. Pourquoi ce livre, finalement, vous voyez. Mais est-ce que c'est une réponse à, je sais pas, cette peur d'être abandonné aujourd'hui? C'est pour ça que les couples vont pas bien. C'est un peu schématique ce que je vous raconte. Alors, c'est vrai pour 70% des enfants acquièrent ce qu'on appelle un attachement sécure. On a gardé l'anglicisme. D'une part parce que les jeunes maintenant parlent l'anglicisme, le globish tout le temps, et d'autre part parce que sécure, c'est pas sécurisé. Moi, bébé, je suis sécurisé si ma figure d'attachement est là, près de moi. Alors que je suis sécure si ma figure d'attachement est imprégnée dans ma mémoire et m'a donné un style affectif qui, comme vous venez de le dire, m'a appris à m'exprimer et à écouter l'autre. Donc la relation, ça ne veut pas dire, comme vous l'avez dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, ça veut dire on pourra tenter de les régler. Mais 30% des enfants n'ont pas acquis. L'attachement sécure, c'est 30%, c'est beaucoup. Ça ne veut pas dire que ce soit irrémédiable. D'accord. Ça veut dire qu'au démarrage dans leur vie, c'est passé quelque chose, peut-être qui vient d'eux-mêmes, le plus souvent qui vient de l'entourage du couple, le couple en difficulté, la mort, la maladie, la guerre, la précarité sociale, la violence conjugale. Ouais. Tout ça, c'est vraiment le fondement des dysfonctions de couple. Et là, l'enfant acquiert un attachement insécure, évitant, j'ai peur, je me mets dans un coin, je ne regarde pas, je ne sais pas m'exprimer, ambivalent. J'aime beaucoup ma mère, ma figure d'attachement, mais elle part pour travailler, pour faire les courses, elle m'a abandonné. D'accord. Et quand elle revient, je suis content de la voir, donc je lui saute dans les bras parce que je suis heureux, je la mords et je lui tape dessus parce qu'elle m'a fait souffrir en partant. C'est-à-dire que j'ai acquis un attachement ambivalent. Et alors ça, c'est très plastique. Si on change, c'est résiliable. C'est-à-dire si on change l'environnement, l'enfant va apprendre ce qu'il aurait dû apprendre spontanément au cours des premiers mois, il l'apprendra un peu plus tard. Mais plus on attend, plus ça sera difficile à résilier. Alors que si on intervient précocement, la résilience, c'est du gâteau. Mais plus on attend, plus c'est difficile. Quand vous dites 30%, ça veut dire quoi? 30% des enfants d'aujourd'hui, c'est ça, souffrent d'insécurité? Qu'est-ce que vous... Oui, familial 30% des enfants d'un pays en paix. Ah ouais, d'accord. Parce qu'actuellement, il y a 50 guerres sur la planète. Alors on parle que des 2 guerres qui nous touchent, mais il y en a 50. Et la guerre, c'est une fabrique de psychopathes. Carrément. Bon, carrément. Bien sûr, on apprend aux hommes à tuer. Pourquoi voulez-vous qu'ils ne deviennent pas psychopathes? On leur apprend à tuer sans culpabilité. On leur donne des armes, on leur donne des raisons pour qu'ils tuent. Comment voulez-vous que ça ne transmette rien? Donc la guerre est une fabrique de psychopathes et le prix Nobel récent sur l'épigenèse montre que quand les mères sont traumatisées par la guerre, la violence conjugale, la précarité sociale, un tremblement de terre,
les mères sont stressées, et les mères, vous avez sûrement remarqué que les femmes enceintes sont rarement la cause des tremblements de terre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les inculper. C'est pas la mère qui provoque le trouble de l'enfant, c'est le malheur de la mère. C'est pas pareil du tout. Ouais. Et c'est la façon dont elle réagit, dont elle accueille, elle manifeste la réaction ou le rebond à cet événement, qui va donner à l'enfant ce côté optimiste ou pas. Enfin, optimiste, c'est un peu vulgaire comme terme, mais bon, en tout cas, un bon rapport à la vie, quoi, finalement. Alors, les 70%, c'est les enfants faciles à aimer. D'accord. Les sécures, on leur parle, ils sourient, ils tendent les bras, oui, ils ne sont pas contents, ils le manifestent, on les comprend. C'est des enfants qui sont faciles à lire. Ouais. Donc, ceux-là, ils vont nous rendre bons parents, parce qu'on les comprend. On sait, tiens, il n'est pas content. Comprendre et penser, c'est pas du tout la même chose. Beaucoup de bébés préverbaux comprennent énormément de choses, ils pensent pas encore. La plupart du temps, quand les mères énoncent des interdits préverbaux, c'est-à-dire que toutes les mères, quand le bébé fait une bêtise, c'est sa fonction de faire des bêtises, hein, c'est son rôle. Quand un bébé fait des bêtises, toutes les mères froncent les sourcils et elles disent... C'est vrai, et tous les bébés comprennent. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une compréhension préverbale. D'accord. Et puis ensuite, bien sûr, il y aura la parole. Alors là, il faudra expliquer à l'enfant, non, il ne faut pas faire ça parce que, ou il faudra surtout leur expliquer, surtout aux garçons, il faudra leur expliquer, tu ne peux pas tout te permettre. Ouais. Et ça, c'est vrai que tout commence là. C'est-à-dire que là, parce que les gens se disent, auditeurs, ils disent, mais pourquoi ils nous parlent de ça alors qu'on est censé avoir des réflexions et des réponses autour de l'amour. Bah justement, tout commence là. Alors, tout peut être résiliable, comme le dit Boris Cyrulnik. Mais Laura Pinson, vous avez les 30% finalement de récupérer au bout du tunnel, quoi. Oui, non, parce que quand je l'entends formulé comme ça, je pense qu'en fait, même dans les 70%, il y a des comportements qu'on peut identifier comme anxieux ou comme fuyants, ou même, comme moi, je peux identifier chez moi des comportements qui sont un petit peu ambivalents. C'est-à-dire que ce rapport d'amour-haine, dont parle Mélanie Klein aussi, qui est aussi dans le rapport à la mère, il y a une ambivalence fondamentale dans la relation à l'autre, notamment dans le couple, qui se rejoue sans être, je pense, forcément liée, qui se joue aussi chez les 70% qu'on ne classe pas comme insécures. Mais chez les insécures, c'est amplifié au point de ne pas pouvoir garder, c'est ça, je pense, qui se joue, une relation saine durablement. Parce que, par exemple, alors on y va, le premier symptôme d'un mauvais type d'attachement, quand on était tout petit, donc dans les premiers jours ou après, c'est par exemple la peur d'être abandonné. Est-ce qu'on le met en top 1 ? C'est quand même le thème de l'émission du jour, Laura Pinson. Est-ce que c'est le top 1 pour faire plaisir à Boris Cyrulnik, de vos consultations Est-ce qu'on peut le dire ou pas ? Donc, le fait de pas de relation amoureuse, on sait que c'est une des grandes tendances en ce moment, de carrément tout arrêter. Donc, plus de relation du tout amoureuse, on devient asexué, on devient je sais pas quoi, mais on n'y croit plus du tout. Et donc, parce qu'on a peur d'être abandonné, par exemple. Oui, et alors ça, c'est pas forcément ce que moi j'aurais le plus, parce que chaque thérapeute attire, je pense, des populations un petit peu différentes. Moi, j'attire quelque chose d'ailleurs qui m'a marqué dans votre livre, c'est plutôt des gens qui ont fait le choix du couple, volontairement, qui veulent être en couple, mais il y a une situation, les couples trop attachés deviennent source de contraintes qui entravent le développement personnel, et cette idée que il faut cette injonction à devenir soi et la difficulté dans le couple, là, je dois devenir moi. Ça, c'est un des nœuds. Avec quelqu'un qui essaye aussi de devenir soi, mais autrement. Et moi, j'ai beaucoup ça. Alors, c'est marrant parce que c'est aussi ce que je vis comme par hasard. Cette tension entre la sécurité et la liberté. Waouh. Et cet enjeu de la liberté dans l'attachement. Et on voit bien d'ailleurs, attaché, c'est l'inverse d'être libre. Et pour moi, je vois beaucoup ça. C'est pour ça qu'il est presque effrayant, votre titre. Ça fait exprès, Boris Cyrulnik, évidemment, mais c'est terrifiant, l'attachement en soi. En fait, l'attachement à sa maman, c'est tout mignon. Alors après, c'est beaucoup moins mignon. C'est la différence essentielle qu'il y a avec l'amour. Alors, dans l'amour, je ressens un sentiment intense, je veux être près d'elle, je ne sais pas qui elle est, je ne sais même pas comment elle s'appelle, mais elle est merveilleuse. C'est-à-dire que
Donc il faut que je sois près d'elle, que je lui tienne la main, que je lui parle, que je la regarde dans les yeux. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, je ne sais pas comment elle s'attache, je ne la connais pas, et pourtant je la reconnais. Alors ça, dans l'amour, c'est mystérieux. C'est elle, c'est pas une autre. Ouais, c'est mystérieux. Hein. La foudre frappe. Ouais, c'est ça. Et ça peut pas être une autre, c'est elle. Or, je la connais pas, je sais pas comment elle aime. C'est absurde en soi. C'est une absurdité totale. Les psychanalystes disent que c'est le plus joli moment pathologique d'un être humain normal. C'est-à-dire... On aime ici les psychanalystes. On les aime, on les reçoit tout le temps, la preuve. Mais oui, c'est voilà. Alors, et l'attachement, l'amour emprisonne délicieusement. Je veux être près d'elle et ça désocialise. Puisque Roméo et Juliette, ils se moquent de déclencher la guerre entre les Montaigu et les Capulet. Absolument. Ce qui compte, c'est leur amour. Je l'aime, on s'aime, on est coupé du monde, quel que soit le prix que nos familles vont payer. Donc l'amour est intense, frôle l'angoisse tellement c'est intense, et désocialise. Ça peut provoquer des ruptures. Alors que l'attachement... elle me sécurise. Je dis elle par facilité de pensée. Elle me sécurise et j'ai confiance. Je suis bien avec elle, je suis en confiance avec elle, donc elle me donne confiance en moi, donc je peux partir. C'est-à-dire que je peux travailler, je peux tenter une aventure sociale, parce que je sais que je peux compter sur elle. Je sais qu'en cas de problème, elle sera là. Comme quand maman revenait des courses ou du travail et revenait, etc. On comprend le parallélisme entre les deux, ou même le lien logique entre les deux. C'est l'analogie entre les deux. L'analogie. Soyons précis dans les termes, merci beaucoup. Je ne veux plus aimer, c'est pas de moi, c'est Joania Roussel qui le dit et qui le chante. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Je ne veux plus aimer un été passager pour des années d'hiver, un éclair d'éphémère. Je ne veux plus rêver à quelqu'un sur mesure, à l'épreuve de l'usure, d'une idylle sans histoire, d'une nuit sans y croire. Je ne veux plus aimer, je ne veux plus aimer, je ne veux plus aimer. Pas un songe ni pensée. Je ne veux plus aimer. Quelle émotion fut-il? Qu'est-ce qu'il y a d'utile à se saigner le cœur pour si court de bonheur? Je ne veux plus voguer sur des champs de sirènes, prisonnière d'une arène où les fauves sont les peines d'un amour fracassé. Je ne veux plus aimer, je ne veux plus aimer, ni le ciel ni l'enfer. Pour mon cœur
Je ne veux plus aimer. J'espère que nous, comment s'attacher sans craindre, en tout cas, d'être abandonné. C'est toute la question que nous nous posons aujourd'hui en compagnie de Boris Cyrulnik et son dernier ouvrage, Quand on tombe amoureux, on se relève attaché, chez Odile Jacob et Laura Pinson, thérapeute et love coach, qui accompagne les couples avec les fameux zérotypes dont vous nous avez déjà parlé sur cette antenne, qui apprenaient les couples à mieux se connaître, se connecter dans leur intimité. On sent bien qu'il y a beaucoup de lacunes. On en parlait à l'instant avec Boris Cyrulnik autour de l'éducation affective, mais la vraie, quoi. Enfin, je ne sais pas comment la définir, celle qu'il faudrait, et pas que sexuelle, comme on entend beaucoup parler en ce moment. Boris Cyrulnik, qu'est-ce que vous appelez la société, justement, à nous former sur l'attachement, justement, les relations affectives, qu'elle retrouve ses lettres de noblesse, quoi. Mais oui, je pense que l'éducation n'est pas un dressage, et que l'affectivité participe beaucoup à prendre l'art de dire des choses gentiment et sans blesser l'autre, si on n'est pas d'accord. D'accord. Ça, c'est une méthode éducative et d'éducation affective. Or, on a des exemples dans l'histoire, c'est-à-dire que, alors j'ai pris, parce que j'habite à Toulon et que Georges Duby nous a dit que Toulon était la capitale des cours d'amour. Donc, les cours d'amour, c'est magnifique. Assez cours au sens juridique. Oh ouais, d'accord. Alors les femmes en avaient assez de ce qu'elles appelaient la sexualité à la Franck, c'est-à-dire la sexualité sans égard, la sexualité brutale. Brute, quoi, ouais. Et donc elles se réunissaient et elles émettaient des jugements. Comment un homme doit nous courtiser? Alors, elles disaient, est-ce qu'il est légitime d'aimer son mari ou son amant? Alors les femmes réfléchissent et elles disent, non, le mari, c'est pour la société, c'est pour le bien, c'est pour le non. L'amour, c'est pour l'amant. Donc ça, c'était la morale du XIIe siècle, parce qu'effectivement, au XIIe siècle, on donnait les femmes. À marier pour à marier. Ouais. Mais on les donnait. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne choisissait pas, on ne tenait pas compte de leur personnalité, et on les donnait pour des raisons religieuses, pour qu'elles renforcent la religion en mettant des âmes au monde pour adorer Dieu, ce qui se fait encore aujourd'hui au Proche-Orient, et surtout, on donnait, pour mettre au monde des garçons, de préférence à des filles, pour faire la guerre. Il n'y avait pas de génération sans guerre. Mais oui. J'en ai connu deux guerres. C'est-à-dire que les garçons servaient à faire la guerre ou à travailler 15 heures par jour au fond des mines, et les femmes, on ne tenait pas compte de leur personnalité, on tenait compte de leur ventre, qui appartenait au mari, au prêtre ou à l'État. Et les femmes, dès le XIIe siècle, elles ont discuté, elles n'ont pas été totalement d'accord, et elles ont dit au XIIe siècle, mais nous aussi, on veut bien être courtisés, mais pas n'importe comment. Et après, il y a eu l'amour courtois. Alors, au XIIe siècle, alors, les troubadours ont répandu, en ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Europe, en quelques années, les relations hommes-femmes ont été transformées par les cours d'amour. Les femmes, comme les hommes, désiraient des femmes, et comme il fallait donc accepter d'apprendre à les courtiser comme elles le souhaitaient. Si on voulait qu'elles acceptent de temps en temps, il fallait bien les courtiser, quoi. Donc, tout un art. C'était un art. Et les troubadours apprenaient à s'exprimer. Ouais. Et on a, la preuve, c'est que vous donnez vous n'êtes pas la seule, thérapeute et love coach Laura Pinson, il y en a plein qui réapprennent, on le voit, fleurir sur les réseaux sociaux à tout cran. Boris Cyrulnik en est conscient, j'imagine, de tous ces cours d'une certaine façon de communication. J'ai horreur du mot communication, mais d'échange de paroles, quoi, autour de ce qu'on ressent, comment reséduire l'autre. On en a plein, on en voit et on en entend plein. Oui, effectivement. Des discours comme celui-là. Des cours en ligne. Des cours en ligne, même. Et puis, comment parler, mais comment se toucher aussi. Comment se regarder, comment... dans le rapport des corps. Il y a cette dimension-là qui probablement faisait aussi partie de ces cours d'amour. Ce qu'attendaient ces femmes. Voilà. Et voilà. Pour avoir autre chose que ce que j'appellerais le primal. Alors, pour revenir un petit peu à notre sujet, alors vous dites, Boris Cyrulnik, dans les circuits neuronaux et affectivité, c'est un chapitre consacré à ce sujet-là, la cartographie cérébrale du sentiment amoureux, dites-vous, n'allume pas les mêmes zones cérébrales que celles des circuits de l'attachement. Ce qui caractérise le feu des circuits amoureux, c'est d'abord l'extinction des réseaux neuronaux qui transportent les informations vers les zones de punition. Ça m'a un peu...
titillé. Eh bien oui, parce que c'est un langage nouveau, hein. Mais ça va rentrer dans la culture. Grâce à vous, ça va rentrer dans la culture. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous voulez vous dire par là? Alors, quand on est amoureux, c'est pas du tout le même sentiment que l'attachement. C'est un sentiment intense, et on voit en neuroimagerie certains neurones flamber. Ils flambent pas, ils passent pas au rouge, mais ils travaillent, et la dégradation du glucose pour travailler dégage de la chaleur. Un ordinateur capte cette chaleur et le transforme en couleur. Et on voit un faisceau, les Américains disent un sentier, on voit un sentier de neurones à la face inférieure du lobe frontal passer, et ces neurones passent sur un noyau qu'on appelle le noyau accumbens, mais enfin vous n'êtes pas obligé de le noter. Hein. Vous avez vu, je ne l'ai pas noté, je suis paresseuse. Allez-y. Le noyau accumbens, qui lorsqu'il est stimulé par les neurones, par le flux des neurones, sécrète de la dopamine, le plaisir de l'action, la sérotonine, le plaisir de la relation, l'oxytocine, le plaisir de la relation, de l'attachement, et les endorphines naturelles, ce qui veut dire que être amoureux, c'est un shoot constant de substances euphorisantes. Et c'est épuisant. Le cocktail est incroyable et épuisant. Alors, si ça dure trop longtemps, vous avez raison. Ça. On en mourrait, je crois. Alors, au moment... C'est pour ça que l'amour, c'est le coup de foudre. Le coup, ça nous frappe, boum. Ouais. J'étais bien, je la vois, boum, la foudre m'a frappé. C'est-à-dire que... Il est trop mignon quand il dit ça. La foudre m'attrape. Et à ce moment-là, on voit que le faisceau, ce qu'on appelle le faisceau de la récompense, ne traite que les informations agréables. Et le faisceau de la punition, qui est latéral, qui est un autre faisceau, on voit quand on fait souffrir, quand on parle mal, quand on insulte un enfant, on voit, ou une femme ou un homme, on voit que les informations vont vers le faisceau latéral du thalamus, qu'on appelle le faisceau de la punition. Et les gens éprouvent des sensations désagréables. C'est l'adrénaline, c'est le cortisol, c'est les substances du stress. Le stress, ouais. Qui sont, donc, ça paraît compliqué parce que c'est la première fois qu'on emploie ce genre de mots, mais vous allez voir que grâce à vous, dans quelques semaines, tout le monde parlera. Des zones de la punition, de l'extinction des réseaux neuronaux, en ce sens, effectivement. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il y a deux choses complètement différentes et qui peuvent être contradictoires. Donc, ça veut dire que quand on prône, effectivement, la magie, ce que je disais en introduction, du sentiment amoureux, c'est formidable, on va s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare, etc., etc., on n'a rien compris, en fait. On a absolument... Et on va tomber, pour le coup, pour de bon. Oui, parce que les amoureux disent amour toujours. Oui, forcément. C'est la femme de ma vie, c'est amour toujours. Et c'est qu'après, les névroses reviennent au galop. C'est-à-dire que la nature première, voilà, Laura Pinson fait oui de la tête. Et voilà, et alors là, c'est en avant les figures, enfin en tout cas toutes les archétypes, en avant toute l'histoire personnelle que nous avons et le rapport que nous avons eu donc à nos parents, l'histoire c'est pas un cliché de dire ah bah oui chez les petits on part toujours quand on souffre d'une rupture amoureuse qu'on s'en remet pas et tout de suite il va vous poser une question sur votre enfance et c'est pas par hasard, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose à ce moment-là et qui va justement avoir une analogie, effectivement, comme disait Boris Cyrulnik tout à l'heure, avec notre mauvais état amoureux, quoi. C'est un peu ça, finalement. Oui. Malheureusement, mais c'est comme ça. C'est un peu ça, avec même cette idée qu'inconsciemment, on tomberait amoureux. Alors ça, c'est les Hendrix aux États-Unis et la méthode Imago, mais je crois que j'ai entendu ça un peu chez vous aussi, qu'on tombe amoureux de quelqu'un qui rappelle l'image de la première figure d'attachement. On ne s'en rend pas compte, évidemment, hein, comme Rousseau, c'est inconscient. Il a mis du temps à se rappeler que c'était sa nourrice qui louchait, c'est pour ça qu'il aimait les femmes qui louchent. Mais donc, il y a des choses sur le physique, et puis il y a des choses plus profondes sur la psychologie, et on va chercher quelqu'un qui, au début, tout va bien se passer, et puis petit à petit, l'autre va nous aimer, ou plutôt nous mal aimer, comme notre mère nous a mal aimés, et on va rejouer la tragédie, en fait, le paradis perdu de l'enfance, on le retrouve dans le couple. Ce que je trouve très beau dans cette théorie-là, c'est que on le rejoue pour le réparer.
Et c'est peut-être ça la solution pour accepter de s'attacher sans avoir peur d'être abandonné, c'est de partir du principe qu'il y a un moment, on va devoir traverser cette peur d'être abandonné, ou cette peur d'être... Si c'est pas la peur d'être abandonné, ça va être la peur d'être emprisonné. Ouais. C'est un peu... Mais il y a un moment où on va être face à ça. Il y a aussi un moment où l'autre qui nous narcissisait au début, parce que c'est ça qui se passe dans les débuts de relation, on rencontre quelqu'un qu'on trouve beau et bon, qui nous trouve beau et bon, merveilleux, tout est beau et bon. Et puis ensuite, le quotidien s'installe, dont cette merveilleuse banalité du quotidien dont vous parlez. Et puis, on fait des petites erreurs qui blessent l'autre, et puis l'autre est blessé. Alors, il nous fait voir comment nous aussi, on fait des erreurs qui le blessent. Et ce beau et bon se transforme en mauvais et méchant. Elle a bon, Laura Pinson, Boris Cyrulnik, ou pas? La peur d'être abandonné ou la peur d'être emprisonné? Oui, absolument. Ou la peur d'être jugé. J'ai honte de moi. Je me considère comme un homme médiocre. Elle m'aime, elle veut bien m'aimer. Si par malheur elle m'aime, elle va découvrir que je suis médiocre. Donc je lui en veux, elle m'angoisse. L'amour m'angoisse. Puisqu'elle va... C'est moi qui me sens médiocre. D'accord. C'est moi qui ai honte de moi. Ouais. Elle le sait pas, mais moi j'ai peur qu'elle le découvre. Donc on voit que le passé revient, c'est-à-dire que les empreintes du passé reviennent, soit pour l'amour, c'est elle, c'est pas une autre, je la reconnais, soit pour l'attachement. Et là, ceux qui ont acquis... Alors, il faut faire attention. Les catégories d'attachement qu'on est en train de décrire, c'est des facilités de pensée. D'accord, c'est didactique. Bien, hein. Tout à fait. Ça peut évoluer. Ça peut évoluer. Mais oui. C'est pas quand on est vivant, on évolue tout le temps. Le milieu évolue, les plantes évoluent, les animaux évoluent. Pourquoi voulez-vous que nous on n'évolue pas? On n'est pas des pierres. Et on voit, c'est pour ça qu'il y a une possibilité thérapeutique, parce qu'on évolue. On voit des enfants mal partis qui ont peur d'aimer. Par exemple, c'est très angoissant, parce que si je l'aime, je vais mener sa vie. Donc je vais être dépersonnalisé. C'est ma manière d'aimer qui me dépersonnalise, c'est pas elle. Mais je vais lui en vouloir, elle me dépersonnalise. Donc on voit que tous ces contresens-là, qui se passent régulièrement dans les couples, on peut les explorer soit par la parole, soit par le cinéma, soit par le théâtre, soit par la littérature. Et on parle du cinéma, on parle pas de nous. Tu devrais aller voir ce film qui parle d'un homme qui a la peur d'être abandonné. Va voir ce film. On parlera du comédien. Mais le comédien sera mon porte-parole. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir à ce moment-là mettre à distance, maîtriser mon émotion, je vais apprendre à lui parler, je vais apprendre peut-être même à parler, et je vais progresser. Donc c'est une structure, l'attachement, mais là tout le monde fait un contresens sur le mot structure, c'est pas métallique. La structure, c'est ce qui s'organise entre deux personnes qui font couple. Donc si on change... Si les gens apprennent à parler, vont au cinéma, lisent des livres et réfléchissent, on peut faire évoluer la structure. On a quand même une tendance toute notre vie une espèce de ou d'alerte rouge ou de fil rouge. En tout cas, il faudra toujours faire quelqu'un qui a tout le temps peur d'être abandonné. Il n'aura jamais autre chose. Il y aura toujours ça qui guidera un tout petit peu sa vie ou pas. Ça, c'est la faute à Descartes. C'est-à-dire que Descartes nous entraîne à raisonner en termes de méthode scientifique, méthode expérimentale. Une cause provoque un effet. Mais c'est vrai dans un laboratoire. Mais nous, on est praticiens. Quand une personne s'assoit près de nous, c'est pas un objet de science. Cette personne s'assoit avec son corps, son cerveau, son histoire, son développement, ses préjugés, sa religion, avec 1000 facteurs. Et nous, on doit tenter d'analyser ces 1000 facteurs pour entrer dans son monde par la parole et pour essayer de modifier son style affectif de façon à ce qu'elle le rende plus... On peut dire un style affectif goulayant, ça peut se dire. Ah, c'est beau. Tout d'un coup, un bon vin serait le bienvenu dans cette émission. La fille de vigneron que je suis, pour essayer, vous ne pouviez pas tomber si bien. Bref, comment s'attacher sans craindre d'être abandonné? C'est notre question du jour dans cette émission Enquête de sens. Heavy Seas of Love. Tout de suite, sur Radio Notre-Dame. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands.
tall. You can jump, you won't fall. You're in safe hands. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of love, radiance is in you, as above so below. Wonder, heavy seeds of love, heavy seeds of love. We come together in you, counting out the new moons on the heavy seas of love. Heavy seas of love, radiance is in you, as above so below on the heavy seas of love. Heavy seas of love, radiance is in you, counting out the new moons on the heavy seas of love. Et nous voilà de retour dans cette émission Quai de sens. Comment s'attacher sans craindre d'être abandonné. L'occasion est bien d'en parler avec Boris Cyrulnik, neuropsychiatre qui est avec nous. Quand on tombe amoureux, on se relève attaché. Son dernier livre chez Odile Jacob. Laura Pinson, thérapeute et love coach qui accompagne des couples pour mieux se connaître dans leur intimité, à mieux échanger et à parler vrai. Voilà, c'est pas évident forcément dans notre époque où la société au regard baissé que vous connaissez est souvent en contradiction avec l'échange vrai et amoureux. Voilà, alors Laura Pinson, Boris Cyrulnik, c'est vrai qu'on en parlait à l'instant. Moi, j'avais une question qui me titillait avant de revenir sur ces histoires d'enfants désorganisés, parce que ça me travaille. Laura Pinson, on peut passer, par exemple, parce qu'il y a quand même des... Il y a pas des points communs, mais des espèces de similitudes. On a l'impression qu'il y a des choses... Soit, vous voyez, on a été un enfant plus ou moins sécurisé enfant, petit, avec ses parents, avec sa maman, etc. Et alors, on va vous développer une peur d'être emprisonné, d'être abandonné. Mais est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre, des deux postures, hein? Alors, peur d'être abandonné avec un certain type de relation, et puis tout à coup, peur d'être emprisonné avec une autre, ou pas du tout. On est d'accord pour dire que c'est évolutif, tout ça. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, tout dépend, je pense, de l'intensité du trauma, entre guillemets, dans l'enfance. D'accord. Mais il y a toujours une plasticité, une capacité d'évoluer, et dont le facteur principalement est donc l'environnement, et notamment les relations qu'on va nouer. D'accord. Et si moi, j'ai connu beaucoup de relations de couple avant d'être dans celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Et j'ai eu une fois peur d'être abandonnée. Normalement, j'étais plutôt du côté de celle qui abandonne. Donc plus dans la peur d'être emprisonnée ou dans le refus d'être emprisonnée. Mais voilà, avec un partenaire, c'est autre chose qui s'est développé. Et avec mon mari aujourd'hui, c'est encore autre chose. Vous n'avez plus peur de rien, là? Alors, c'est très intéressant parce que je revis en ce moment des choses très semblables à ce qui m'a conduit à la séparation la plus violente et douloureuse de ma vie. Mais je le vis complètement différemment. Parce que j'ai en face de moi quelqu'un de très stable, de très rassurant, et que j'ai aussi quand même un petit peu cheminé moi-même, et qui a un accueil de ce qui se passe, et puis une volonté, un engagement à rester dans la relation sans se laisser complètement déstabiliser par le fait que, il y a des moments où c'est plus souffrant, moins confortable que d'autres,
pour des questions de contexte aussi. C'est un fantasme, en fait, finalement, la peur d'être abandonné ou d'être emprisonné, Boris Cyrulnik. C'est ça où je cherchais le terme, le point commun, mais je ne sais pas si c'est point commun, c'est pas très heureux, mais c'est un fantasme, c'est une angoisse, c'est quelque chose qui n'est pas dans le réel, finalement, qui n'est pas fondé sur du réel, finalement. C'est ça qui est difficile. C'est pas dans le réel des faits, mais c'est dans le réel de la représentation des faits. Ouais. C'est-à-dire que j'ai été abandonné dans mon enfance, ça laisse une trace neurologique, psychologique et relationnelle. D'accord. Donc c'est ce que vous nous expliquez à l'instant. Ouais. Mais alors le fantasme, c'est la mise en scène, c'est une représentation d'images et de mots qui correspond quand même à ce que je sens. C'est-à-dire que si je pense qu'elle va m'abandonner, parce que moi je pense que je suis abandonnable, puisque j'ai été abandonné, donc à ce moment-là, ça va provoquer un trouble de la relation. Ouais. Elle est méchante, elle veut m'abandonner alors que moi j'ai besoin d'elle. Et je souffre, et ça c'est pas du fantasme, c'est la réalité. Je souffre réellement parce que notre relation me rappelle une blessure passée que j'ai pas, un traumatisme non résolu, une blessure passée que j'ai pas su affronter. Mais très souvent, le deuxième couple, c'est une deuxième chance. Et le deuxième couple, on a appris à aimer, à mieux aimer au cours du premier couple. Alors c'est mon premier amour. Beaucoup de gens disent c'est mon premier amour. Si on parle du premier amour, c'est qu'il y en a un deuxième. Donc ça veut dire que, et ça correspond à la clinique d'ailleurs. Beaucoup de jeunes, ça se termine mal. Le premier amour se termine mal. Mais après, grâce à cette souffrance ou à cause de cette souffrance, ils apprennent à mieux aimer et l'attachement s'améliore. Ouais. Voilà. Ils apprennent, tiens, il faut que je fasse attention. Ça me rappelle, là j'ai mal parlé, je l'ai blessé, donc il a mal réagi, et on s'est entre-blessé. Alors que là, pour mon deuxième amour, authentique, mais plus adulte, j'ai appris à faire attention et à mieux aimer. Et avec une mère très étouffante, par exemple, ça donne des futurs adultes qui ont, là pour le coup, qui ont peur d'être emprisonnés. C'est un petit peu l'idée aussi, ou pas ? Oui, mais alors ça dépend de la signification qu'on attribue au fait. D'accord. C'est-à-dire que on voit des gens qui traversent des situations effrayantes en souriant, et on voit des gens qui sont gravement traumatisés pour la mort du petit chat. Ouais. J'ai perdu mon petit chat, je ne m'en remettrai jamais. Et ils en souffrent. Ils souffrent réellement. Donc ça dépend, parce que ce n'était pas le même moment de survenue, on n'avait pas la même maturité. Si j'étais seul au moment de la mort du petit chat et que le petit chat représentait ma seule structure affective parce que j'étais isolé, je souffre pour le bon. Ouais. Mais si au moment de la mort du petit chat, j'avais un conjoint, un mari, une femme qui me sécurisait, je suis triste de la mort du petit chat, mais ce n'est pas un traumatisme. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de tous ces convergences. Là, Descartes nous a appris, je peux dire un peu de mal de Descartes. Allez-y, je vous en prie. Il n'y a pas de sang Descartes, je crois. Hein. Allez-y, Boris. Descartes nous a appris une cause provoque un effet. Et ce qu'on est en train de dire, c'est une convergence de causes provoque un effet, ou un effet bénéfique ou maléfique. Donc il faut apprendre à raisonner en termes écosystémiques. Quand on se développe, il y a 3 niches sensorielles. La première niche, le premier habitat, c'est le ventre des femmes, où déjà on commence à se structurer. La deuxième niche, où on apprend à aimer, c'est le foyer. Dans les attachements désorganisés, on voit un nombre où les enfants sont illisibles. Maman arrive, je suis fou de bonheur, je me précipite vers elle et tout d'un coup, je me jette contre le mur et je me tape. Boris, il y a de plus en plus des enfants comme ça. Mais pourquoi? Expliquez-nous juste en quelques mots. Pourquoi? Il y en a de plus en plus, des garçons plus que des filles. Il y en a de plus en plus. C'est des attachements désorganisés. Et là, c'est plus difficilement évolutif. Et là, surtout, la culture éducative réagit très mal. Comme ces petits garçons cassent, mordent, sont difficiles à élever, il n'y a pas de doute, on les punit. D'accord. Pendant un moment, on disait, il y a des grands noms de la psychanalyse qui disaient, il faut mordre les enfants qui mordent. Si on mord les enfants qui mordent, on leur apprend à mordre. Si on bat, si on punit un petit garçon violent ou une fille violente, on lui apprend que la punition, que la violence, si on le fesse, si on le bat, si on l'insulte, on lui apprend que la violence est un mode de résolution des problèmes humains. Et pourquoi il y a de plus en plus de petits enfants violents, Boris Cyrulnik? De petits enfants désorganisés?
Pourquoi? C'est quoi la raison? Alors la plupart du temps, c'est des enfants qui ont été soit élevés dans un désert affectif, mais le plus souvent, c'est des enfants qui ont vu leurs parents crier devant eux, ou parfois même se battre devant eux. Et les enfants sont terrorisés parce qu'ils voient leurs deux figures d'attachement, maman et celui que de mon temps on appelait le mari, mais je ne sais plus comment il faut dire maintenant. On dit parent 1, parent 2, on dit le géniteur, la génitrice, je ne sais pas comment il faut dire. C'est pas très poétique. Hein, non, je suis désolée. Voilà, je suis victime, je suis influencée par la société dans laquelle nous sommes. Pardon, les mots sont révélateurs de notre culture. Oui. Et ce que vous venez de dire, là, parent 1, parent 2, c'est révélateur qu'on ne sait plus nommer la fonction parentale. Ouais. Alors on met des chiffres. Parent 1, parent 2. Alors qu'avant, on disait papa, père, maman. Mère, quoi. Ouais. Père, donc, papa, maman, c'est intime. Donc, alors que parent 1, parent 2, c'est administratif. Ouais. Donc, c'est plus du tout la manière dont on nomme les choses. Nommer les choses, c'est les mettre en lumière. C'est faire voir ce qu'on dit. Ça fait partie de la sécurisation des enfants. Voilà, ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Ouais. Si les parents s'entendent bien suffisamment pour créer une niche sensorielle sécurisante pour l'enfant, alors on se parle gentiment, on s'explique, on est en désaccord. Comment voulez-vous ne pas être en désaccord? On n'a pas le même sexe, on n'a pas le même développement, on n'a pas les mêmes familles d'origine, on n'a pas les mêmes croyances. Comment voulez-vous qu'on soit toujours d'accord? Merci Boris. Mais ça c'est bon, ça structure justement, c'est ça, on est d'accord. Exactement. Hein, voilà, c'est la contrariété de tout le monde quand même. Et Laura Pinson, effectivement, à la lumière de ce que vient d'évoquer Boris Cyrulnik, c'est cette espèce de désorganisation. Il y a une désorganisation de l'amour maintenant. Alors j'ai une question que je vous pose, mais on a l'impression que... Alors on peut tout faire, c'est sûr. On a un choix, vous le disiez tout à l'heure en antenne, qui est monstrueux en fait. Mais on ne s'est jamais aussi peu aimé. Il n'y a jamais eu autant de divorces dans toute l'histoire. Enfin, c'est quand même hallucinant cette affaire. Une autre façon de dire désorganisation, ça pourrait être de dire restructuration. Et je crois qu'on est dans une phase socio-culturelle de restructuration de ce dont on a hérité, qui est en train de se déconstruire pour se reconstruire différemment. Et il y a justement un mot, alors que j'ai vu quelque part, et je serais curieux, Boris Cyrulnik, savoir comment vous l'entendez, qui me semble être une réponse à la question qu'on se pose, de comment s'attacher sans avoir peur de l'abandon. Et il me semble que vous avez employé quelque part le mot de polyattachement, qui n'est pas la même chose que polyamour. Je tiens c'est quoi à le polyattachement? Alors justement, est-ce que je serais très curieuse de nous en parler un petit peu, et est-ce que c'est une solution? Pour moi, c'est une solution à la peur de l'abandon. Voilà. Intéressant. Le polyamour est difficile parce que je vais être avec elle. C'est la femme de ma vie, l'homme de ma vie, c'est unique, c'est elle. C'est Juliette, c'est Roméo, c'est pas une autre. Okay. Alors que John Bowlby, dès 1951, dit « Le système éducatif le plus sécurisant, c'est le système familial à multiples attachements. La mère, puisqu'on est tous nés d'une femme, pour l'instant, ça peut... c'est en train de changer. On est tous nés d'une femme. La mère, entourée par celui que de mon temps on appelait le père, mais maintenant je sais, on va dire le parent 2. Je le dis, mais ça m'écorche un peu. Donc celui qu'on va appeler le parent 2, la grand-mère. Parce que maintenant, il y a des grands-mères, il y a même des arrière-grand-mères, alors qu'il y a quelques générations, il n'y en avait presque pas. C'est vrai. Donc, la grand-mère, le conjoint, si c'est une femme qui a un deuxième mari, le beau-père qui peut faire, celui qu'on appelait le beau-père, qui peut faire une fonction de père. Souvent, d'ailleurs, le beau-père, quand ça se passe bien, ça ne se passe pas toujours bien, mais souvent, ça se passe bien. Seulement maintenant, quand il y a un troisième ou un quatrième, et parfois même un cinquième beau-père, comment on fait? Comment on le nomme, ce cinquième beau-père? C'est parent 5? C'est parent 4 ou parent 5? Il est cruel, ce Boris. En même temps, c'est la vérité de s'interroger là-dessus. Bah oui. Comment l'enfant le percevra tout ça? C'est pire que ça, c'est que ça devient, quand une fille dit « ce garçon qui a mon âge, moi qui est dans ma tranche d'âge, il est issu c'est mon quart de frère », est-ce qu'il est interdit d'inceste pour un quart et autorisé de sexe pour 3 quarts? Comment vous allez faire pour répondre à cette question?
Mais c'est compliqué. Ben oui, c'est compliqué. Non, ça prouve. Ça désorganise en fait, ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a une désorganisation familiale. Et psychique, du coup. Et que si on veut se remettre à vivre le mieux possible, il faut réorganiser les foyers, les familles, les polyattachements, comme vous l'avez dit, qui ne sont pas du tout les polyamours. Oui. La répétition des schémas amoureux, est-ce que, vous voyez, à force, on se dégoûte quelle est la réponse aujourd'hui à apporter à ces personnes qui disent non mais bon, ils sont bien gentils tous les deux, Boris Cyrulnik et Laura Pinson, mais moi c'est plus pour moi, ça se finit toujours mal, l'amour finit toujours mal. En fait, qu'est-ce qui manque à ces gens-là? C'est quoi? C'est le sens de l'engagement? C'est le titre de mon livre. Ouais. C'est quand on tombe amoureux, ça évolue bien si on se relève attaché. Tout simplement, on délicieusement et délicatement attaché. Voilà, parce qu'à ce moment-là, on apprend une autre manière d'aimer qui a été facilitée par le moment amoureux. Ouais. Et au moment où je suis amoureux d'elle, je l'apprends par cœur, c'est le cas de le dire. Je l'apprends par cœur. Je sais que quand elle sourit comme ça, les autres croient qu'elle sourit. Moi, je sais qu'elle s'ennuie, parce qu'elle a un sourire figé. Ouais. Je l'ai apprise par cœur, je sais. Donc, et à ce moment-là, on apprend à vivre, on se relève attaché et on apprend à vivre une autre manière affective. Mais l'idéal, c'est de passer de l'une à l'autre. Waouh, tout un art et toute une vie. On l'espère en tout cas, dans le meilleur des cas. Il faudrait même, je crois, plusieurs vies. Oh, c'est beau, mais c'est très poétique ce que vous dites. Là, vous êtes très poétique, Boris Cyrulnik. Merci beaucoup. Votre livre, je le rappelle, évidemment, quand on tombe amoureux, on se relève attaché, le bel attachement. C'est Odile Jacob. Laura Pinson, merci Laura, merci infiniment d'être venue. Thérapeute et love coach que vous êtes et vos hérotypes. Voilà, merci infiniment tous les deux. Merci à Guillaume Nougaret pour avoir réalisé l'émission et à Jessica Vianini pour l'avoir aussi bien préparée. Et très bonne soirée à tous et aimons-nous les uns les autres, comme il nous a aimés.